Stéréograd. Bonjour. Alors, je voudrais remercier Louise Benoît, puisque en fait, c'était elle qui avait soumis ce travail qu'elle avait fait enfin, voilà, avec notre équipe donc à l'hôpital européen Georges Pompidou, et qui avait pour objectif d'évaluer de manière rétrospective l'effet, enfin l'impact pronostic des curages ganglionnaires lors de la chirurgie de cytoréduction d'intervalle des patientes ayant un cancer de l'ovaire. Mais Louise Benoît, voilà, elle va bientôt avoir un bébé, et donc elle ne peut pas être là aujourd'hui. Donc, petit retour bon, sur une littérature que vous connaissez bien, donc l'essai Lyon qui a été publié dans le New England Journal of Medicine il y a maintenant quelques années, qui montrait plutôt en situation de chirurgie première l'absence de bénéfices à la réalisation des curages ganglionnaires dans une population de patientes pour lesquelles il n'y avait pas de suspicion clinique ou radiologique d'atteinte ganglionnaire, et ce malgré le fait qu'à l'examen anatomopathologique définitif des patientes qui avaient eu un curage, puisque la randomisation se faisait entre un groupe qui n'avait pas de curage et un groupe qui en avait, il y avait près de 50% d'atteinte métastatique ganglionnaire microscopique. Donc il n'y avait pas d'impact pronostic dans cette étude sur la réalisation des curages ganglionnaires, mais par contre il y avait une augmentation du nombre de complications et notamment une augmentation du taux de mortalité 60 jours après l'intervention chirurgicale. Donc c'est un essai qui a changé les pratiques, puisque depuis cet essai, enfin voilà, il n'est plus recommandé de réaliser des curages en chirurgie première en l'absence d'atteinte ganglionnaire suspectée. La question se pose de la chirurgie d'intervalle, puisqu'après chimiothérapie néoadjuvante, eh bien l'étude n'était pas designée pour répondre à cette question, et on sait qu'en pratique courante, la plupart, enfin, il y a beaucoup d'équipes qui ont extrapolé les résultats de l'essai Lyon vers la situation de chirurgie d'intervalle. Et donc nous, on a souhaité d'abord faire un examen de la littérature pour voir s'il y avait des données, et puis ensuite regarder dans la population des patients pris en charge à l'hôpital Georges Pompidou quel était l'effet de cette chirurgie. Alors la revue de la littérature qu'on avait publiée sur le sujet a montré d'abord qu'il y avait relativement peu d'articles. On en avait retrouvé 6 avec des méthodologies variées et des critères, notamment des critères d'inclusion et des critères de sélection des patientes, notamment pour l'indication de curage ganglionnaire qui était assez variable, et puis également pour la réalisation des gestes techniques, puisque en fait il y avait voilà, parfois des lymphadénectomies qui étaient décrites comme étant systématiques, et puis d'autres sélectives avec probablement l'exérèse seulement des ganglions suspects. Et donc sur l'ensemble de ces données, il y en avait 2 parmi celles qui avaient été retrouvées qui montraient un impact significatif sur la survie des patientes à la réalisation des curages ganglionnaires. Donc là, sur cette diapo, c'était pour montrer justement je ne vais pas vraiment détailler toutes ces données, mais juste pour montrer que ces séries, elles sont rétrospectives, et on ne peut pas vraiment les comparer les unes aux autres, puisqu'elles sont les méthodologies pour aboutir à ces résultats sont différentes. Donc c'est pas évident de se faire une idée précise sur cette question sur la base de ces données. Néanmoins, on a quand même souhaité, nous, observer ces résultats dans notre population de patientes. Donc la méthodologie, c'est qu'on a repris les patientes opérées entre 2005 et 2018 à l'hôpital européen Georges Pompidou, donc des patientes qui présentaient un carcinome séreux de haut grade, de stade avancé de BA4, et qui avaient reçu une chimiothérapie néoadjuvante suivie d'une chirurgie d'intervalle. Et donc on a comparé les patientes qui avaient reçu un curage ganglionnaire à celles qui n'en avaient pas reçu. On a regardé bien sûr l'effet sur la survie globale sans récidive et sur la morbidité. Donc il y avait 630 patientes dans notre cohorte, dans notre base de données. Donc après exclusion des patientes qui ne répondaient pas aux critères d'inclusion, on a pu garder dans le groupe lymphadénectomie 130 patientes, 70 qui n'avaient pas eu de récidive, enfin de lymphadénectomie. Et dans les patientes qui ont eu une lymphadénectomie, on s'est intéressé au pronostic en fonction du statut ganglionnaire N+ ou N- à l'examen anatomopathologique définitif. Donc ça, ce sont les caractéristiques des patientes voilà, dans les deux populations. Ce qu'on observe, c'est que les patientes qui n'avaient pas eu de curage, et ça, dans une analyse rétrospective, ça semble
assez logique, en fait, celles qui n'avaient pas eu de curage, puisque la plupart des patientes ont été traitées donc avant l'essai Lyon et avant le changement de pratique. C'était naturellement des patientes souvent plus âgées, plus comorbides, avec des maladies plus avancées et avec moins souvent l'obtention d'une chirurgie CC0, enfin l'objectif de cytoréduction complète qui n'avait pas été atteint, et par conséquent peut-être la décision prise de ne pas réaliser de curage ganglionnaire chez ces patientes. Donc plutôt des patientes de plus mauvais pronostic qui n'avaient pas eu de curage ganglionnaire. Complications. Alors pour la question des complications, on n'a pas retrouvé de différence significative concernant le taux de complications périopératoires ou post-opératoires entre les deux groupes. Donc ça, ce sont les courbes de survie. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative qui ont été observées, que ce soit sur la survie sans récidive ou la survie globale. Donc avec la courbe bleue qui concerne les patientes qui n'ont pas eu de curage ganglionnaire et la courbe jaune, celles qui en ont eu. Donc on ne retrouve pas d'impact sur la survie de la réalisation des curages. Par contre, ce qu'on observe, c'est que parmi les patientes qui ont eu des curages, eh bien, on observe un impact du statut ganglionnaire, puisque donc le fait bien sûr d'être N+ est associé à un plus mauvais pronostic, avec une survie qui est plus défavorable chez les patientes qui sont N+ à l'examen anatomopathologique définitif. Donc il y avait à peu près 57% des patientes qui étaient N+, qui correspond un petit peu aux données qu'on a fréquemment dans la littérature. Voilà, donc ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de différence en termes de survie ni en termes de complications, malgré le fait qu'on a une population qui est plus fragile, avec une maladie plus étendue et moins de chirurgie de cytoréduction complète. Donc on aurait pu penser qu'il y avait un effet additif du fait d'être plutôt une population de patientes de bon pronostic avec une chirurgie de cytoréduction qui avait été faite dans de bonnes conditions, plus un curage qui aurait pu augmenter en plus l'effet de cytoréduction, et en fait non. Donc on a plutôt l'impression, même peut-être, que le fait de ne pas réaliser le curage ganglionnaire a un petit peu protégé cette population avec un pronostic au départ qui était plus défavorable. Voilà, que peut-on dire pour les N+. Alors, c'est vrai que bon, donc là, ce qu'on observe, c'est que elles ont un pronostic plus défavorable. Le problème, c'est que bon, là, on est dans une analyse rétrospective, donc la question, c'est de savoir s'il y a un bénéfice pour elles à réaliser le curage ou à ne pas le réaliser. Se pose alors la question d'être capable de les identifier en préopératoire. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que les outils d'imagerie qui existent actuellement ne sont pas très bons, puisque notamment le scanner, on avait vu qu'avec un seuil fixé à 10 mm, on arrive, enfin des ganglions qui font plus de 10 mm au scanner, on arrive avec une bonne spécificité à prédire le fait qu'il y ait une atteinte ganglionnaire. Mais en fait, pour les patientes qui n'ont pas d'atteinte ganglionnaire suspectée, ça a été bien démontré par les résultats de l'essai Lyon, il y a à peu près 50% de maladies ganglionnaires microscopiques, et le fait de la retirer vraisemblablement n'impacte pas le pronostic. Donc les patients N+, il faut être capable de les détecter et ensuite poser la question de savoir si le fait d'enlever les ganglions a un impact. Voilà, je vous remercie. Donc ça, ce sera peut-être des questions. Donc tout ça, ce sont que des données rétrospectives. Donc parmi les essais prospectifs dont on attend les résultats pour peut-être juger de l'effet en situation d'intervalle de la réalisation des curages ganglionnaires, il y a l'essai Caraco, qui était un essai français qui posait un petit peu les mêmes questions justement que l'essai Lyon, mais avec la possibilité d'inclure, enfin de randomiser entre lymphadénectomie ou pas de lymphadénectomie, autant de la chirurgie initiale ou au moment de la chirurgie d'intervalle. Et Jean-Marc Classe, qui est l'investigateur principal de cet essai, m'avait dit qu'ils avaient presque fini leur temps de suivi et qu'ils avaient quasiment 60 ou 70% de patientes qui avaient été opérées dans une après chimiothérapie néoadjuvante. Donc probablement qu'on aura des résultats qui permettront de conclure aussi sur cette question. Merci. Merci de pouvoir m'écouter ce soir. Donc moi, je vais vous présenter effectivement un travail sur l'intelligence artificielle en imagerie dans le cancer de l'endomètre, et une revue de la littérature et le développement d'un score de qualité et d'évaluation de ces algorithmes que nous avons réalisés. Pour poser un tout petit peu le contexte, on sait que le cancer de l'endomètre, c'est le premier cancer gynéco en termes d'incidence en France, le 4e cancer de la femme, et que 80% de ces cancers sont de stade précoce et que la chirurgie est alors le traitement de référence.
De quelles informations avons-nous besoin pour traiter les patientes? Les recommandations, elles sont claires. On a toujours besoin du stade. On a toujours besoin du stade FIGO et du grade, avec donc la biopsie endométriale pour le type histologique et le grade, une IRM pour l'invasion myométriale, éventuellement une écho et le stade FIGO du cancer, et en fonction du risque associé, un scanner ou un PET scanner pour l'envahissement ganglionnaire. Et tout cela va permettre la stratification de nos patientes en risque de récidive. Le problème, c'est les discordances. On le sait bien, la différence entre les infos que l'on a en préopératoire, le type histo, le grade ou même le groupe à risque que l'on a entre le pré et le post-opératoire est très discordant. Le but, c'est vraiment d'anticiper ces discordances. Là, on peut le voir, concernant le type histo, entre la biopsie de l'endomètre, voire la biopsie faite sous hystéroscopie, on a quasiment 15% de discordance entre le type histo fourni par la biopsie et celle fournie par la pièce opératoire, qui est d'ailleurs plutôt en faveur de la sous-estimation de la biopsie. Et concernant le grade, on a entre 15 et 30% de discordance, de grade entre la biopsie et la pièce opératoire. Enfin, également l'IRM, on voit que les stades présumés 1A, ici, on avait finalement 20% qui étaient des stades 1B et 8% qui étaient des stades 2. Pour les stades 2, 50% étaient des stades 1A. Et pour les stades 3 en IRM dans cette étude, à la fin, 100% des patientes, en fait, étaient des stades 1B. Donc, ce qui concourt finalement à changer de groupe à risque. On partait sur un bas risque et à la fin, c'est 20% de risque intermédiaire et 30% de haut risque. Pour les risques intermédiaires, eh bien, c'était 15% qui étaient à haut risque à la fin. Donc, il faut prendre en compte pour la chirurgie et étendre le grade pour ne pas, si on a sous-estimé le groupe à risque, qu'on partait sur un bas risque et que l'on se retrouve avec un haut risque, d'avoir mal stadifié notre patiente. Donc anticiper pour ne pas avoir à réopérer nos patientes, c'est toute là la problématique. On a d'une part une évaluation préopératoire qui est imprécise, mais la définition initiale de ces groupes à risque de récidive est nécessaire pour définir une stratégie thérapeutique adaptée, et une stadification chirurgicale qui permet bien sûr de corriger l'évaluation préopératoire, mais qui expose clairement à un risque de sur- ou de sous-traitement et à des complications. Donc la question que nous nous sommes posée, c'est existe-t-il un moyen d'optimiser les performances du diagnostic préopératoire des patientes atteintes de cancer de l'endomètre? Aujourd'hui, on parle beaucoup de méthodes d'intelligence artificielle et on sait que l'utilisation de ces méthodes pour la reconnaissance d'images apparaît comme une des branches les plus développées dans ce domaine. Alors donc l'intelligence artificielle pour une meilleure exploitation des données, qu'est-ce que cela signifie? Alors, pour mieux comprendre la différence d'approche entre trois technologies qui sont différentes, l'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning, on va voir comment elles doivent être procédées pour apprendre à un ordinateur à reconnaître. Par exemple, ici, je vous ai mis la présence d'un chat sur des images. En fait, l'intelligence artificielle, ça exige qu'un programmeur écrive tout le code nécessaire à l'ordinateur pour reconnaître un chat qui est présent sur une image. Le programmateur crée le modèle d'apprentissage. En fait, c'est une technique qui permet de tenter d'imiter le comportement humain. Quand le machine learning, ça exige que les programmeurs apprennent au système à quoi ressemble un chat en lui montrant différentes images et en corrigeant son analyse jusqu'à ce que celle-ci soit correcte ou plus précise. Et on parle du coup d'apprentissage supervisé puisque l'intervention humaine en machine learning, elle est absolument nécessaire. Et puis, plus récemment, est apparu le deep learning, donc en français c'est apprentissage profond, c'est l'ensemble le plus récent et le plus avancé des techniques d'apprentissage machine. Et en fait, ça divise la tâche de reconnaissance des caractéristiques du chat en plusieurs couches. Une couche de l'algorithme qui apprend à reconnaître les yeux, l'autre les oreilles, troisième, je ne sais pas moi, la silhouette générale. Et une fois connectées, ces différentes couches, elles possèdent une certaine capacité, si vous voulez, à la reconnaissance des chats afin de reconnaître l'animal sur chaque nouvelle image soumise. Et le machine learning et le deep learning, ça rend l'intelligence artificielle plus efficace et plus accessible. Et tout cela, c'est possible parce qu'on a une véritable explosion des données, ce qui nous permet finalement d'avoir beaucoup d'informations pour pouvoir entraîner nos machines. Plus précisément, la radiomique, donc tout ce qui est omique. La radiomique, c'est l'analyse d'images, donc c'est une discipline récente qui consiste en une extraction à haut débit de données d'imagerie pour obtenir des informations prédictives et ou pronostiques. En oncologie, les radiomiques subissent un véritable essor qui concourt à la prise d'une décision clinique et bien sûr dont le but, tout ça, c'est
d'améliorer la prise en charge et tenter de personnaliser notre soin. Et on pense que les radiomiques peuvent nous aider à déchiffrer, entre guillemets, le code de chaque cancer pour compléter cette évaluation préopératoire, nous fournir des informations sur le stade de la maladie, son pronostic, et bien sûr, tout cela de façon non invasive. Et donc, ça nous permettrait d'avoir une meilleure sélection de nos patientes et une diminution de la morbimortalité. Comment ça se passe en vrai? Donc, il y a le processus d'exploitation des données radiomiques par le machine learning conventionnel, c'est plusieurs étapes comme je vous l'ai proposé ici. En gros, on segmente un organe, une tumeur, on pré-traite les images afin de standardiser les protocoles, on verra que ça c'est le plus difficile. Ensuite, on extrait les données à l'aide de logiciels dédiés. Et afin d'éviter le risque de surapprentissage du modèle, on élimine les données radiomiques redondantes, non reproductibles et ou sans caractère prédictif. Et en fin de processus de sélection, on garde au moins 30 données pour constituer ce qu'on appelle la signature radiomique, pour tester notre modèle. Ensuite, on entraîne l'algorithme et enfin, on teste la performance des gens entraînés sur une cohorte de validation sur des données différentes, par exemple de celles de votre centre. Le problème, c'est que c'est une technique qui est très nouvelle, qui doit encore être standardisée afin d'assurer sa reproductibilité et sa crédibilité. Et de nombreuses équipes, en fait, dans leurs études, ne détaillent pas les méthodes de pré-traitement de l'image, la manière de coder les paramètres, et quantitatifs ou les étapes de sélection qui peuvent être finalement le fruit de choix très arbitraires. Donc, il y a l'équipe de Lambin qui avait publié un Radiomic Quality Score en 2017 qui permettait à l'aide d'une checklist en 16 points d'évaluer les différents aspects techniques et statistiques et la validité clinique de la méthode d'analyse radiomique. Néanmoins, ce score de qualité, il est complexe à utiliser en routine, on ne peut pas l'appliquer à l'apprentissage profond et surtout, il ne prend pas en compte l'analyse de l'impact clinique. Plus récemment, il y avait un collectif international qui a publié un guide qui apportait des définitions et des recommandations de bonnes pratiques dans la recherche et la sélection de biomarqueurs qui étaient issus des images radiologiques, mais là aussi, c'était très difficile à appliquer en routine. Donc nous, on a essayé d'étudier la contribution de l'IA dans l'évaluation radiologique préopératoire des patientes atteintes de cancer de l'endomètre et créer un score de qualité d'IA simplifié et reproductible, applicable à toutes les études de radiomique en apprentissage conventionnel ou en deep learning. On a fait une revue systématique de la littérature par 2 relecteurs indépendants. Et nous avons préalablement à cette revue de la littérature établi donc, un score de qualité simplifié et reproductible. On l'a basé sur 10 items de 0 à 20 points qui prenaient en compte surtout l'analyse de la pertinence clinique, parce que pour nous cliniciens, c'est ce qui est quand même le plus important, le recueil de données, le design du modèle et bien sûr l'analyse statistique. Je pense qu'il faut vraiment insister sur le pré-traitement rigoureux des données pour assurer la standardisation des protocoles et vraiment l'expansion de ce domaine. Il fallait que la méthodologie soit clairement décrite de l'entraînement et puis qu'il y ait un test de la performance du modèle, idéalement externe. J'avais fixé un seuil pour ce score définissant une qualité suffisante à 10 sur 20, mais c'était très arbitraire, je vous l'accorde. On a retenu 17 articles qui avaient pour objectif clinique de classer tous les facteurs pronostiques qu'on connaît, l'invasion myométriale, l'invasion lymphovasculaire, l'atteinte ganglionnaire. La technique prédominante, bien sûr, c'était l'IRM. Seuls 7 articles avaient un score de qualité supérieur à 10 sur 20, qui témoignait quand même d'une très bonne qualité avec un impact clinique certain surtout. Et la reproductibilité de ce score était excellente avec un indice de kappa à 0,75. Juste pour préciser que dans la plupart des études que nous avons retenues, on reste sur une méthodologie qu'on appelle hypothesis driven. En fait, ça veut dire qui tend à confirmer ou à infirmer une hypothèse qui était préalablement établie avec des entraînements supervisés de leur algorithme, c'est-à-dire entraînés sur des données labellisées dont on connaît déjà l'existence. Donc là, on voit que le score allait en moyenne de 0 à 14 avec un score médian à 4. Le SRQS le plus élevé, c'est celui qui est surligné en jaune, étudier la classification des groupes à risque qui comprenait différents paramètres cliniques et radiologiques, et l'absence d'ensemble de données du test et la conception rétrospective de l'étude ont été les critères les plus décisifs finalement.
Et en rouge, sur la base de cette analyse, on avait sélectionné 7 articles qui nous semblaient avoir une qualité suffisante, c'est-à-dire supérieure à 10 sur 20. Là, vous voyez les 7 études qui ont été mise à l'honneur dans cette revue. C'était notamment celle de Chen pour l'invasion myométriale. Ce modèle avait une plus grande précision que les radiologues, mais les meilleurs résultats ont été observés lorsque les deux étaient associés à 86,2%. Les limites, c'est que c'était une cohorte asymétrique. Il y avait 18 cas d'invasion myométriale de plus de 50% versus 120 cas d'invasion myométriale de moins de 50%. Concernant l'invasion lymphovasculaire, c'est l'étude italienne de Stanton qui, elle, objectivait une précision de 92% contre 82% pour les radiologues qui n'étaient pas assistés, mais par contre une précision qui allait jusqu'à 100% lorsque le radiologue était assisté de l'algorithme. Le problème, c'est qu'il y avait 54 patientes dans cette cohorte. L'UO évaluait les bonnes performances pour l'invasion lymphovasculaire qui montrait les bonnes performances pour ce paramètre qui n'était qu'accessible néanmoins, on le sait, qu'en post-opératoire, mais il n'y avait pas de cohorte de validation dans cette étude. Pour l'étude de l'atteinte ganglionnaire, c'était l'étude de Crivellaro qui évaluait le rôle du PET scanner dans la prédiction de l'atteinte des ganglions lymphatiques, mais là aussi une contribution limitée de cet examen qui suggérait finalement qu'il fallait favoriser l'IRM. Toujours dans le... maintenant, pour l'évaluation du risque du cancer de l'endomètre à haut risque de récidive, il y avait l'étude de Yann qui était quand même sur une cohorte importante, 717 patientes, et ils ont trouvé d'une part des bons taux de prédiction préopératoire et d'autre part un bénéfice en termes de correction de décision qui était très intéressante. Donc en pratique clinique, on a besoin de disposer d'une méthode non invasive, efficace et reproductible pour stratifier le risque de récidive dans le cancer de l'endomètre, parce que on sait que ça peut avoir un impact majeur sur la prise en charge thérapeutique, que l'IRM a un rôle central dans ce domaine, et que la plupart des articles retrouvent de bonnes performances. Toutefois, là uniquement, certains présentent des critères de qualité satisfaisants. Le problème, c'est que la qualité des modèles, elle est très hétérogène et elle manque de standardisation. Le score de qualité que j'ai développé était plutôt simple et reproductible, en tout cas pour un gynécologue, et il évitait ces écueils déjà des scores très existants et qui étaient très difficiles pour nous qui ne sommes pas radiologues, très difficiles d'interprétation, complexes, non applicables au deep learning, et surtout pour nous qui sommes cliniciens dans un premier temps, quand même, qui n'ont pas d'évaluation de l'impact clinique. On peut également aussi discuter rapidement l'absence d'implémentation dans la routine clinique qui contraste avec les bonnes performances de ces algorithmes. Il faut bien sûr des études prospectives qui montrent la supériorité d'une prise en charge basée sur ces algos. Et il faut aussi une automatisation totale de ces algos, notamment en ce qui concerne les logiciels de segmentation. Donc, bien qu'il n'y ait pas suffisamment de preuves d'un avantage de la radiomique dans le cancer de l'endomètre, les données préliminaires suggèrent que ces nouvelles technologies peuvent résoudre quand même certains problèmes cliniques, que ces modèles doivent néanmoins respecter des normes de qualité qui sont élevées et subir une validation externe par le biais d'essais cliniques prospectifs. Je vous remercie. Voilà. Bonjour à tous, je vous remercie de me permettre de présenter les résultats de notre étude aujourd'hui. Il s'agit d'une étude qui a été élaborée par le Centre de référence des pathologies gynécologiques rares du CHU de Toulouse dans le cadre de mon projet de thèse. Cette étude s'intitule « Étude de la fonction ovarienne et des caractéristiques gynéco-obstétricales des patientes porteuses d'un variant pathogène du gène HNF1-bêta ». Pour commencer, un rappel sur ce qu'est le gène HNF1-bêta, qui est également appelé TCF2. Il s'agit d'un gène qui se transmet de façon autosomique dominante, mais il faut savoir que les anomalies de Novo sont également fréquentes. C'est un gène du développement qui a un rôle essentiel dans l'embryogenèse, puisqu'il va coder pour le facteur de transcription HNF1-bêta, qui lui-même va contrôler l'activité d'au moins 20 gènes cibles et agir sur le développement embryonnaire précoce. La prévalence de la pathologie est incertaine, il semblerait que cela touche environ 1 sur 67 000 naissances.
Il s'agit d'une maladie multisystémique dont les principales atteintes sont d'abord rénales, avec notamment des reins hyperéchogènes en anténatal, des reins multikystiques, parfois des reins uniques ou des hypoplasies rénales, et les anomalies fonctionnelles qui en découlent, avec notamment des insuffisances rénales chroniques qui sont très fréquentes dans cette population. On distingue également des anomalies pancréatiques avec des hypoplasies du pancréas et un type de diabète particulier, le diabète de type MODY5. Enfin, on retrouve de façon relativement fréquente des anomalies du tractus génital et notamment chez la femme, avec des anomalies morphologiques utérines et vaginales. Il existe également des anomalies des voies génitales et du spermogramme chez l'homme, mais qui sont moins fréquentes. Concernant les particularités gynécologiques, elles sont connues depuis 1999 puisque Linder avait mis en évidence dans une famille porteuse de la mutation 2 des 4 femmes qui étaient porteuses d'une aplasie utéro-vaginale totale ou syndrome de Rokitansky. En 2010, c'est l'étude de Oram qui a montré que parmi une cohorte de patientes porteuses de malformations génitales associées à des anomalies du développement rénal, 18% étaient porteuses de mutations HNF1β. Les anomalies utérines observées étaient diverses, de l'utérus bicorne à l'aplasie totale. C'est pour cela que des recommandations ont été émises par le PNDS HNF1β de 2020 qui préconise une échographie abdominopelvienne dès le diagnostic, ainsi que la réalisation d'une IRM pelvienne systématique dès l'âge des premières règles ou avant tout projet de grossesse. De notre côté, nous nous sommes posé la question du fonctionnement ovarien de ces patientes, puisque on sait que dans certaines pathologies génétiques, notamment en cas d'anomalie du gène W1T4, il peut y avoir associé à ces malformations utérines une diminution de la réserve ovarienne, comme l'ont montré certains papiers. Aucune étude à ce jour ne s'est intéressée au fonctionnement ovarien des patientes mutées HNF1β. Notre étude, c'est donc une étude de cohorte observationnelle qui est descriptive et transversale et qui a été élaborée par le Centre de référence des pathologies gynécologiques rares du CHU de Toulouse, en étroite collaboration avec les centres de référence des maladies rénales rares du CHU de Toulouse, SORAR, et MAREA au CHU de Paris-Necker. L'objectif principal de notre étude était d'évaluer la fonction ovarienne des patientes porteuses d'un variant pathogène du gène HNF1β et nos objectifs secondaires étaient de décrire les particularités anatomiques gynécologiques des patientes, leur évolution pubertaire, leur cycle menstruel, leur parcours gynécologique et leur fertilité ainsi que le déroulement de leur grossesse et enfin l'âge de la ménopause. Notre critère de jugement principal était le taux d'hormones antimullériennes ou AMH et les critères de jugement secondaire étaient le compte des follicules en trop, les données morphologiques de l'utérus obtenues par échographie pelvienne et un recueil de données basé sur leurs caractéristiques cliniques et leurs antécédents médicaux, gynéco et obstétricaux. En ce qui concerne notre population, du fait des difficultés et différents retards liés à la pandémie de Covid, nous n'avons pu inclure malheureusement que les patientes du centre de Toulouse dans cette étude qui est donc une étude préliminaire. En effet, nous avions initialement prévu d'inclure également les patientes du centre de Paris-Necker. Donc 31 patientes ont été sélectionnées sur le site de Toulouse, 15 ont refusé ou n'ont pas répondu à nos sollicitations et nous avons finalement inclus 16 patientes dans cette étude. Chaque patiente incluse a pu bénéficier d'une consultation avec signature des consentements et recueil de leurs antécédents, d'un prélèvement sanguin avec mesure de l'AMH et d'une échographie pelvienne avec notamment compte des follicules en trop lorsque cela était possible et étude de la morphologie utérine. Je vais donc vous présenter nos principaux résultats. Donc l'âge moyen de la population était de 31 ans et le résultat le plus intéressant est le suivant. 50% des patientes incluses présentaient une AMH inférieure au quartile inférieur défini pour leur âge.
Nous avons donc voulu savoir s'il existait dans notre population des facteurs de risque d'AMH basse. Il se trouve qu'aucune relation n'a été retrouvée statistiquement significative, que ce soit pour le statut greffé rénal ou pour le stade d'insuffisance rénale, que ce soit pour la présence d'une malformation utérine ou d'un diabète ou d'une insuffisance pancréatique, ni pour le type de mutation, ni notamment pour les antécédents d'infertilité. Je vais donc vous présenter nos principaux résultats. Donc l'âge moyen de la population était de 31 ans et le résultat le plus intéressant est le suivant. 50% des patientes incluses présentaient une AMH inférieure au quartile inférieur défini pour leur âge. Nous avons donc voulu savoir s'il existait dans notre population des facteurs de risque d'AMH basse. Il se trouve qu'aucune relation n'a été retrouvée statistiquement significative, que ce soit pour le statut greffé rénal ou pour le stade d'insuffisance rénale, que ce soit pour la présence d'une malformation utérine ou d'un diabète ou d'une insuffisance pancréatique, ni pour le type de mutation, ni notamment pour les antécédents d'infertilité. Nous avons retrouvé 31% de malformations génitales, dont une majorité d'utérus bicorne. Il faut savoir que 100% de ces anomalies gynécologiques étaient associées à des anomalies morphologiques rénales également. À noter également que le dépistage avait été au préalable efficace puisque 100% de ces patientes avaient déjà été diagnostiquées pour leur malformation gynécologique. L'âge de la ménopause n'a pas été concluant puisqu'aucune patiente n'était ménopausée au moment du bilan, mais nous n'avons retrouvé aucune ménopause précoce avant l'âge de 40 ans. Concernant la contraception, seulement 6 patientes étaient sous contraceptif au moment du bilan, ce qui est peu puisqu'elles étaient toutes en âge de procréer. Enfin, concernant l'infertilité, nous avons retrouvé 25% de taux d'infertilité, 25% de fausses couches précoces et un délai de conception aux alentours de 12 mois, ce qui est relativement plus élevé que dans la population générale. Concernant les données obstétricales, nous avons noté une augmentation de la fréquence des MAP avec 33% de MAP, 25% de cholestase gravidique et 16% de diabète gestationnel, ce qui est quand même beaucoup plus que dans la population générale, mais il faut tout de même savoir qu'on avait relativement peu de grossesses déclarées. Nous avons également noté un petit poids de naissance moyen et une augmentation des anomalies anténatales échographiques rénales. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les variations des taux d'AMH en cas d'insuffisance rénale sont mal connues. On peut donc se demander si la diminution des taux d'AMH que nous retrouvons pourrait être en lien avec l'insuffisance rénale des patientes, ce qui est suggéré dans certaines études, ou peut-être également en lien avec le gène HNF1β lui-même, ce que nous aimerions prouver. Cependant, dans la littérature, il est également fait état d'une augmentation des taux d'AMH par diminution du catabolisme tubulaire rénal en cas d'insuffisance rénale. Et on voit bien que ces variations ne sont pas claires et pas encore bien comprises et que pour notre gène, il serait nécessaire de mener une étude de plus grande envergure avec un appariement sur l'âge, le stade d'insuffisance rénale et le type de néphropathie. Nous avions également un très faible effectif, ce qui ne permet pas vraiment d'émettre des conclusions à l'heure actuelle, et nous n'avions pas non plus de groupe contrôle. On connaît les difficultés de comparaison des taux d'AMH à la population générale. Nous avons d'ailleurs comparé nos résultats à ceux d'une cohorte de patientes infertiles, ce qui est donc potentiellement biaisant. Enfin, le recueil des antécédents, et notamment les antécédents obstétricaux, était déclaratif, ce qui a pu entraîner de possibles biais de déclaration. En conclusion, donc cette étude préliminaire est la première à s'intéresser à la fonction ovarienne des patientes mutées HNF1 et à leurs caractéristiques gynéco-obstétricales. Et nous avons montré que 50% de nos patientes avaient une AMH inférieure au 25e percentile par rapport à leur tranche d'âge. Nous avons donc mis en évidence potentiellement une population à risque de baisse de la réserve ovarienne. Nous avons également montré une prévalence élevée de malformations du tractus génital dans cette population, ce qui était déjà montré dans la littérature, et notre étude renforce l'idée de l'importance d'un dépistage précoce au moment du diagnostic de l'affection.
Enfin, nous avons observé une augmentation de certaines complications obstétricales et d'infertilité, mais on voit bien au vu de nos faibles effectifs et des différents biais de notre étude qu'il est tout à fait nécessaire de mettre en place une étude de plus grande envergure pour valider ces résultats et émettre des recommandations de surveillance. Et pour information, dans le cas où vous souhaiteriez nous adresser des patientes pour les inclure dans l'étude, vous pouvez les adresser au centre PGR de Toulouse, de Paris-Necker ou de La Pitié. Et je vous ai remis ici les 2 mails auxquels vous pouvez vous adresser. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour vos applaudissements pour cette présentation remarquable. On va passer à la suivre venir. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci d'être toujours là malgré l'heure tardive et qu'on soit vendredi. Donc moi je vais vous parler un peu de diabète gestationnel et surtout des complications métaboliques qui se passent après celui-ci. Donc en quelques mots, le diabète gestationnel, c'est un trouble de la tolérance au glucose qui apparaît ou qui est constaté pour la première fois lors de la grossesse, qui concerne environ entre 8 et 23% des grossesses, donc ça varie en fonction des critères diagnostiques qu'on utilise. Nous, dans notre centre, et ainsi que dans la plupart des centres en France, il me semble, donc on utilise les critères IADS-PG, donc on réalise une HGPO entre 24 et 28 semaines avec 75 grammes de glucose, et on mesure les valeurs donc à T0 après 60 minutes et après 120 minutes. Si une des 3 valeurs est pathologique, le diagnostic de diabète gestationnel est posé. Donc, le diabète gestationnel expose aussi à beaucoup de complications maternelles, donc qu'elles soient cardiovasculaires, par augmentation du score calcique coronaire, par augmentation de la pression artérielle, par augmentation du nombre d'événements d'insuffisance cardiaque. Elle expose aussi à des complications métaboliques, donc des dysglycémies, des dyslipidémies. On a aussi un risque de dépression postpartum qui est augmenté, une hyperfiltration glomérulaire et une albuminurie. Donc la population que nous avons étudiée, donc on a pris 89 patients venant de notre centre qui ont accouché en 2014 et 2016. On les a contactés par téléphone et on leur a demandé de réaliser une prise de sang à jeun en moyenne 6,5 ans après leur diabète gestationnel, où on a mesuré leur glycémie à jeun et leur hémoglobine glyquée. Et le but était de quantifier et d'identifier les risques de complications métaboliques glycémiques chez les femmes ayant présenté un DG. Donc voici les résultats sur notre population. Donc on a 54% des femmes, donc 6,5 ans après, qui ont développé donc une dysglycémie qui est définie soit par une intolérance au glucose, donc avec une hémoglobine glyquée supérieure à 5,7%, ou une glycémie à jeun supérieure à 100 mg par décilitre, ou un diabète de type 2 avec une HbA1c supérieure à 6,5%, ou une glycémie à jeun supérieure à 125 mg par décilitre. Donc voici les résultats un peu plus en détail sur notre population. Donc on voit que les différences, donc on a comparé les femmes saines et les femmes avec troubles métaboliques. On voit que les femmes avec troubles métaboliques ont un IMC plus élevé avant grossesse, ou une glycémie à jeun à la GPO de dépistage qui est plus élevée, à 120 minutes aussi, une hémoglobine glyquée au diagnostic du DG aussi plus élevée, et elles ont aussi plus tendance à être traitées par insulinothérapie, et certaines ethnies semblent plus à risque, comme l'ethnie africaine ou les femmes maghrébines. On s'est demandé aussi est-ce qu'il y aurait certains paramètres qui pourraient permettre de sélectionner des femmes qui seraient à risque presque certain de développer donc une intolérance glucose ou un diabète de type 2 après 5 ou 6 ans, et en prenant donc ces 3 paramètres-ci, donc l'hémoglobine glyquée supérieure à 5,5% au diagnostic du DG, une glycémie à jeun supérieure ou égale à 95 mg par décilitre à la GPO de dépistage, et si elle a bénéficié d'une insulinothérapie pour traiter son DG, on a 100% des femmes qui ont, après seulement 6 ans, développé des troubles du métabolisme glucidique. En conclusion, le DG est une complication fréquente de la grossesse. Des complications diverses surviennent chez ces femmes à moyen et long terme, mais la complication la plus fréquente est d'ordre métabolique, donc que ce soit une intolérance au glucose ou un diabète de type 2. Donc on a 54% dans notre cohorte, mais les plus grosses études sorties il y a 7-8 ans mentionnent au moins 50% dans leur cohorte aussi. Et si on prend seulement 3 paramètres simples, ça permet d'identifier une population à très haut risque métabolique, donc les patientes qui ont bénéficié d'une insulinothérapie au diagnostic, une insulinothérapie et comme traitement du DG, une glycémie à jeun supérieure ou égale à 95 mg par décilitre à la GPO de diagnostic, et ou une HbA1c supérieure ou égale à 5,5% au diagnostic, vont développer presque certainement, après 5 ou 6 ans, un trouble glycémique. Merci pour votre attention.